Madame la ministre, bonsoir. Donc la séance est ouverte et nous sommes très heureux, mes collègues et moi-même, de vous recevoir ce soir parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que la Cour est pleine au terme d'arguments, de sujets d'inquiétude, d'intérêt, et que vous avez bien des choses à nous dire et bien des inquiétudes à apaiser, bien des interrogations auxquelles répondre par les temps qui courent. Alors, je ne sais pas par où on va commencer, mais quand on regarde l'agenda actuel, c'est absolument effrayant. Je pense qu'il y a, d'une part, des sujets de caractère européen. L'Allemagne, l'Italie. Comment sentez-vous l'évolution de l'Union européenne aujourd'hui? Les relations avec les États-Unis, à la suite du voyage du président de la République à Washington et à la Nouvelle-Orléans, enfin à Washington pour l'essentiel. La situation dans l'Europe, j'ai oublié de signaler, c'est très important, les Balkans. Vous n'étiez pas à Tirana, mais ce qui est bien avec vous, c'est que tout ce qui passe dans la tête du président de la République, vous le connaissez. Donc, vous pourrez nous en parler. Nous avons de grands forums internationaux, le Forum pour la paix, la COP, Sharm el-Sheikh, enfin tout ça fait un agenda absolument considérable. Je dois dire que, et sans parler de moments très très cruciaux, d'épisodes très très cruciaux comme par exemple la révolution, la protestation, la contestation des populations iraniennes à l'encontre de leur gouvernement. Également, nous sommes préoccupés par la Turquie, par notamment le destin des Kurdes de Syrie, que nous avions reçus ici, et qui sont dans une situation, je les ai reçus tout à l'heure, dans une situation d'extraordinaire inquiétude par rapport vis-à-vis de la détermination des Turcs à leur régler leur affaire. Donc tout ça compose un paysage qui est véritablement à la fois très préoccupant et sur lequel nous sommes très très heureux, très désireux de savoir où se situe la France. Évidemment, au milieu de tout ça, il y a la guerre d'Ukraine. Donc ça fait, j'ai dit ça un peu en vrac, vous traiterez ces questions dans l'ordre que vous voulez, mais nous sommes effectivement très, très anxieux de savoir les réponses que notre diplomatie peut apporter à l'ensemble de ces questions. Il y a sans doute d'autres questions qui vous seront posées par les membres de la Commission. Mais alors, nous inaugurons, je l'ai dit à votre directeur de cabinet au téléphone hier, nous inaugurons donc un nouveau mode de travail, de rapport avec vous, c'est-à-dire que vous faites l'exposé que vous souhaitez faire en position liminaire. Ensuite, les groupes interviennent et vous posent une question, enfin font une intervention et vous posent une ou plusieurs questions dans un délai très court de 2 minutes 30, c'est ça, Monsieur Saunier, et vous répondez, Madame la Ministre, dans un délai de temps équivalent. Et comme ça, on aura quelque chose de plus vivant. On avait avant cette litanie de questions posées par les groupes, suivie d'un grand exposé tout à fait passionnant de notre invité. Là, nous estimons qu'il y aura un échange beaucoup plus vivant. Et puis, quand les groupes se seront exprimés, on fera la même chose en modèle plus restreint, c'est-à-dire une minute, avec les membres du Parlement qui voudront intervenir, la Commission, qui voudront intervenir à titre individuel. Voilà, alors je vous laisse, sans plus tarder, la paix. J'aurais 1000 choses à dire,
et mes collègues n'ont qu'une idée, c'est que je ne les dise pas et que je vous laisse les dire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de cette présentation et de cet exposé des crises multiples qui fragmentent notre monde. De grâce, n'y voyez aucun lien, mais je dis bien aucun, avec ma prise de fonction. J'espère qu'elle n'a pas contribué à ces désordres. Mais moi aussi, j'ai été élu à cette... Alors c'est peut-être vous. Je crois que je porte malheur au monde international. J'ai tombé le masque, et si je le précise, c'est simplement parce que vous risquez de m'entendre avec une voix assez basse, qui doit soit à la sobriété des temps, soit à ma sobriété naturelle ou au décalage horaire et à la climatisation qui vous a épargné, Monsieur le Président. Je vous en félicite. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci à nouveau de votre invitation. En particulier, je remercie le Président Bourlanges de cette nouvelle invitation à intervenir devant vous. Et je vous redis, comme je le dis à chaque fois, ma pleine disponibilité, celle de mon cabinet, à toute question que vous voudriez évoquer ici ou dans d'autres cadres. Monsieur le Président, vous avez évoqué un certain nombre de crises, mais il y en aurait tant et tant. Je reviendrai sur une évaluation faite par le Président de la République le 1er septembre lors de son discours aux ambassadrices et aux ambassadeurs, où il soulignait les risques d'une fracturation du monde dans lequel nous évoluons. Et c'est un fait, c'est bien ce que nous vivons avec un espace de la confrontation qui ne cesse de s'élargir. On le voit évidemment en Ukraine, et permettez-moi de commencer par parler de ce sujet, puisque nous sommes maintenant à près de 9 mois de guerre, plus de 9 mois de guerre, une guerre d'agression, une guerre voulue par le Kremlin, lequel a franchi un à un tous les seuils juridiques, moraux et politiques. Et c'est vraiment l'élément le plus flagrant du bouleversement du contexte stratégique dans lequel nous évoluons. Ce fut le choix de l'invasion d'un pays voisin, souverain, indépendant. Ce fut l'annexion des territoires du Donbass, en violation flagrante évidemment du droit international. Ce sont les exactions dont les forces russes se rendent coupables, se sont rendues coupables et continuent de se rendre coupables. Et tout le monde aura en tête le nom de villes comme Boutcha, Irpin, Izium, Kherson ou ailleurs. C'est en ce moment une stratégie nouvelle de la Russie qui vise à faire de l'hiver une arme de guerre et à faire souffrir les civils du front. Ce sont les bombardements qui ciblent les infrastructures et les populations civiles. Tous agissements, faut-il le rappeler, qui sont en droit international constitutifs de crimes de guerre. Et j'ajoute, comme je ne manque jamais de le faire, que ceux qui en sont responsables devront en rendre compte. Cette guerre concerne au premier chef, bien évidemment, l'Ukraine et le peuple ukrainien, puisqu'elle met en péril la souveraineté de l'Ukraine, mais elle met aussi en cause la sécurité, la stabilité et même la prospérité de notre continent. Néanmoins, sa portée dépasse largement ce cadre régional ou continental. Cette guerre est l'affaire de tous, parce que ce qui s'y joue, c'est la préservation des principes fondamentaux de l'ordre international, ceux de la Charte des Nations Unies, la non-agression, le règlement pacifique des différends, le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. Et nous ne manquons jamais de souligner, ici et ailleurs, et dans les parties du monde qui ne le réalisent pas suffisamment toujours, si nous permettons que ces principes soient bafoués par la Russie aujourd'hui en Ukraine, alors cela se produira ailleurs. Force est de constater d'ailleurs qu'au-delà du territoire ukrainien, les zones de confrontation s'accroissent ailleurs, dans le Caucase, où les tensions ont repris sur le terrain entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il y a peut-être un lien de cause à effet avec ce qui se passe en Ukraine. Dans le nord-est syrien, où la Turquie dit préparer une nouvelle incursion terrestre, dont les conséquences évidemment seraient profondément déstabilisantes, ne serait-ce que par l'impact que ça aurait contre la lutte contre Daesh. En Irak aussi, on le voit, en Irak qui est pris en tenaille entre les frappes kurdes et les frappes iraniennes, qui frappent, vous l'avez mentionné, le Kurdistan. Au Sahel aussi, où la situation empire, tant au Burkina Faso qu'au Mali,
il est possible là aussi de faire une liaison au moins indirecte avec les agissements de la Russie. Je pourrais y revenir bien sûr si vous le souhaitez. Dans cet environnement en voie de conflictualisation, de brutalisation, notre diplomatie doit également relever le défi de ce que le président appelle la compétition des universalismes. Et je pense que ça mérite quelques instants. Depuis plusieurs années, et de plus en plus, on observe partout dans le monde des tentatives de recul des marqueurs de la démocratie, sous les coups d'assaut concertés même souvent tout à fait assumés, de certains. Érosion des espaces de liberté d'expression, d'opinion et d'information, affaiblissement de l'indépendance de la justice, attaques contre les sociétés civiles et les défenseurs des droits de l'homme. Ces attaques, nous les connaissons, nous les voyons également en Europe, et elles visent à légitimer des modèles qui se présentent volontiers comme alternatifs, alors que ce sont tout simplement des modèles autoritaires. Or, si certains disaient que les démocraties en devenaient sur la défensive, voire même étaient en recul, il y a eu ce discours très à la mode pendant quelque temps, je dois constater devant vous que la promesse autoritaire ne fait pas recette, en tout cas beaucoup moins que ce que la propagande des pays qui la portent ne tendrait à faire croire. Il suffit de songer au Brésil, je vais prendre quelques exemples, où M. Bolsonaro a été défait dans les urnes, démocratiquement, face à Lula. On peut penser aussi à l'Iran, où les femmes, et derrière elles maintenant les hommes, défient l'oppression, la censure, la violence du régime, et défilent dans les rues en prenant des risques considérables au cri de femmes, vie, liberté. Mais je pourrais parler aussi de la Chine dont la stratégie sanitaire, loin de l'efficacité que les autorités nous vantaient au début de la pandémie, zéro Covid, souvenez-vous, peine à arrêter le virus, connaît même une très forte progression du virus, et dans le même temps, cette politique suscite protestation, voire même contestation politique. On peut penser aussi, je veux le citer, aux tensions profondes qui se font jour au sein de la société russe, suite à la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine le 20 septembre, pour pallier les lacunes de son armée. Il y a aujourd'hui peut-être 3 fois plus de Russes qui ont fui la Russie que de Russes qui sont entrés par la conscription, et souvent pas très volontairement, dans les armées de ce pays. Tous ces événements, il y aurait d'autres exemples, tous ces événements dans tous ces pays nous montrent que l'aspiration à la liberté est universelle. Face au défi du relativisme et au défi des manipulations, nous avons considérablement musclé nos capacités de lutte contre la désinformation. C'est une action nouvelle de mon ministère, en créant notamment au sein du service du porte-parole une sous-direction dédiée à la communication stratégique, sous-direction qui monte en puissance avec un mot-clé d'abord qui est celui de la réactivité, puisque nous voulons identifier le plus tôt possible, le plus vite possible, les angles d'attaque et les fausses informations qui sont diffusées sur nous, pour y faire pièce aussi vite que possible en rétablissant les faits. Et plus largement, ce sont tous les moyens de ce qu'on appelle notre diplomatie d'influence, tous les moyens de l'influence, qu'ils soient culturels, éducatifs ou scientifiques, qui doivent monter en puissance et qui doivent contribuer sur le terrain à la protection et la promotion de notre modèle. Nous devons aussi renforcer nos partenariats avec les pays qui, comme nous, partagent le même attachement au respect de l'ordre international fondé sur le droit et le même attachement au multilatéralisme. Je pense en particulier aux pays que sont nos partenaires stratégiques dans l'Indo-Pacifique, au premier rang desquels, bien sûr, l'Inde. Dans cet environnement dégradé que je viens de vous présenter brièvement, il est plus que jamais nécessaire de mener ce que j'appelais au moment de la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs une diplomatie combative. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire. Je voudrais maintenant évoquer les principales lignes de notre action. Notre premier combat, et il me plaît de le présenter clairement comme étant le premier d'entre eux, c'est de faire en sorte que l'Europe reste libre de ses choix et maîtresse de son destin. C'est l'ambition de l'agenda de souveraineté européen dit de Versailles, par référence au sommet européen qui s'était réuni à Versailles au mois de mars et que nous mettons en œuvre. Nous voulons que l'Europe soit libre de ses choix
industrielle et énergétique. C'est pourquoi nous travaillons d'une part à nous défaire de notre dépendance au pétrole et au gaz russe, et nous le faisons, et d'autre part à renforcer notre indépendance en accélérant la décarbonation de notre mix énergétique, nucléaire d'un côté, renouvelable de l'autre, sobriété et efficience enfin. La prochaine étape, vous le savez, sera la réforme du marché de l'énergie que nous appelons de nos voeux et dont nous souhaitons qu'elle permette au printemps, si possible, le découplage des prix du gaz et de l'électricité. Nous voulons aussi que l'Europe reste libre de ses choix en matière de défense et de sécurité. L'Europe s'est dotée au mois de mars de sa boussole stratégique, donc une doctrine commune que nous traduisons en actes. Ça passe notamment par le renforcement des capacités européennes. Et là encore, comme souvent, et malgré quelques commentaires erronés, nous avons montré la voie avec notre partenaire allemand. Je réponds partiellement, Monsieur le Président, à votre interpellation sur l'Allemagne, avec l'accord annoncé sur le futur avion de combat, le SCAF, et bientôt, je l'espère, avec le même type d'accord pour le char du futur. Nous voulons que les instruments d'achat commun de matériel qui sont en cours de négociation permettent de renforcer la compétitivité de notre industrie européenne de défense et assument clairement une part de préférence européenne. En un mot, que l'argent des contribuables européens investis dans la défense européenne crée des emplois européens et que l'on n'achète pas sur étagère ailleurs. C'est d'ailleurs à l'ordre du jour, aussi bien pour les instruments de court terme que pour les instruments de long terme, du Conseil européen de la semaine prochaine. Pour mettre en œuvre cet agenda, nous avons bien sûr besoin d'un couple franco-allemand solide et innovant s'il le faut. Nous célébrerons en janvier prochain les 60 ans du traité de l'Élysée. Je crois que depuis quelques semaines, notre dialogue n'a jamais été aussi dense à tous les niveaux. Vous vous souviendrez sans doute que le Conseil des ministres franco-allemands, CMFA, qui aurait dû avoir lieu le 26 octobre, s'est transformé en un déplacement à Paris bienvenu et utile du chancelier Scholz avec son équipe, a permis une conversation de fond entre le président et le chancelier. Depuis lors, nos deux gouvernements se sont pleinement mobilisés. Les ministres se voient. J'ai reçu moi-même mon homologue. De nombreux collègues ministres sont allés en Allemagne. La première ministre s'est rendue à Berlin le 25 novembre. Et nous définissons tous ensemble un programme de travail concret au service du renforcement de la souveraineté de l'Europe, objectif que nous partageons avec l'Allemagne. Donc rendez-vous le 22 janvier vraisemblablement, même si la date n'est pas publique, 22 janvier prochain pour les commémorations du traité de l'Élysée, mais aussi un conseil des ministres franco-allemand et un conseil de défense franco-allemand. Deuxième axe, nous sommes aux côtés de nos partenaires et de nos alliés. Je pense bien sûr à l'Ukraine, et vous connaissez là les différents volets de notre soutien. Avec nos partenaires de l'Union européenne et nos partenaires du G7, nous avons mis sur pied une politique de sanctions dont je crois pouvoir dire qu'elle est sans précédent. L'objectif est d'appliquer une pression maximale sur le Kremlin et de peser sur l'effort de guerre russe, de réduire progressivement le financement de l'effort de guerre russe. Déjà 8 paquets de sanctions qui ont été adoptés par l'Union européenne et repris peu ou prou par le Royaume-Uni d'une part, nos partenaires du G7 d'autre part. 1241 individus ciblés dans ces sanctions individuelles, 118 entités dans des secteurs stratégiques tels que l'industrie de défense, l'énergie, les transports ou encore les secteurs financiers. Et ces sanctions, je tiens à le dire et à le redire, sont efficaces, contrairement à ce que certains veulent faire croire. Je ne sais pas s'ils le croient eux-mêmes. Elles pèsent sur des pans entiers de l'industrie russe, y compris sur son industrie d'armement. Et vous en avez de nombreux exemples. Parallèlement, sur le plan diplomatique, la Russie s'est isolée. À plusieurs reprises, l'Assemblée générale des Nations unies s'est clairement prononcée sur l'agression russe à une très forte majorité. À nouveau, le 13 octobre dernier, l'Assemblée générale s'est prononcée pour condamner l'annexion illégale des territoires ukrainiens occupés par la Russie. 143 voix pour contre 5 contre, je crois. Donc la Russie est seule et elle doit le mesurer. Au plan militaire, la France, avec ses partenaires et alliés, aide l'Ukraine
à assurer son droit à la légitime défense. Et nous devons le faire parce qu'il en va également de nos intérêts. La France le fait à titre national, en fournissant aux forces armées ukrainiennes les armements dont ce pays a le plus besoin, de l'artillerie avec les fameux canons César, mais aussi des canons du modèle précédent de 155 mm, également les TRF-1, des munitions, des missiles en nombre, livraison de carburant aussi, tout ceci ayant joué un rôle décisif dans l'offensive réussie dans la région de Kherson, qui a vu longtemps les forces ukrainiennes piétiner, puis réussir à reprendre Kherson. Face au bombardement russe et à cette nouvelle stratégie russe que j'évoquais, nous adaptons ce soutien en faisant prioritairement maintenant porter notre effort sur le matériel de défense antiaérien pour contribuer à la protection des infrastructures essentielles de l'Ukraine. Et puis, vous le savez, nous participons au programme européen de formation de soldats ukrainiens et nous formerons d'ici la fin de l'année 2000 soldats ukrainiens dans le cadre de la mission d'assistance lancée par l'Union européenne il y a quelques semaines. Nous y sommes engagés, nous tenons les délais. Mais c'est un soutien que nous apportons aussi à l'échelle européenne, en particulier au titre de la facilité européenne de paix, qui sert à l'heure actuelle essentiellement à financer l'achat d'ornements pour la partie de la FEP qui concerne l'Ukraine, avec déjà plus de 3 milliards d'euros engagés pour la seule Ukraine. Nous apporterons ce soutien aussi longtemps que nécessaire, car il le faut. Nous amplifions également notre soutien économique et humanitaire. Là encore, l'Europe agit de façon unie et là encore, l'Europe est au rendez-vous avec, à l'heure actuelle, près de 20 milliards, 19,7 en aide économique et financière et humanitaire à ce jour. Et je devrais ajouter, je le fais devant vous, les 18 ou 19 milliards que coûte aux États membres l'accueil de millions de réfugiés ukrainiens. Pour ce qui concerne l'Union européenne en tant que telle, un nouveau paquet d'aide est en discussion, vous le savez, avec 18 milliards d'euros. Nous espérons qu'il sera adopté d'ici la fin de l'année. Un État membre doit encore être convaincu. L'Ukraine a besoin également d'un soutien d'urgence pour aider, je le disais, la population à passer l'hiver. Et c'est l'objet de la conférence internationale que le président Zelensky et le président de la République ont conviée la semaine prochaine, 13 décembre à Paris. Une conférence internationale qui regroupera, selon les estimations qui sont à jour aujourd'hui 7 décembre, 46 pays et 26 organisations internationales et régionales. Ces chiffres sont susceptibles évidemment d'évoluer. Notre premier objectif est de mobiliser la communauté internationale afin d'apporter un soutien concret et immédiat face à l'urgence de l'hiver, en fournissant à l'Ukraine de quoi maintenir en fonction ses infrastructures essentielles dans les secteurs tels que l'énergie, l'alimentation, l'eau, la santé, les transports. Et je parle là d'aides tout à fait concrètes, des générateurs, des appareils de chauffage, du matériel de réparation. Et deuxième objectif, nous établirons un mécanisme de coordination de l'aide d'urgence. Monsieur le député Julien Laferrière, vous m'avez entendu dans un autre cadre il y a quelques minutes, de façon à ce que collectivement, nous soyons... On est conduit à se répéter, Monsieur le Président, ou à se contredire, vous le savez bien, de façon à ce que nous puissions plus efficacement, en étant mieux coordonnés, répondre en temps réel aux besoins exprimés par l'Ukraine au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Permettez-moi d'un mot d'évoquer également l'Arménie. Je crois pouvoir dire que la France est en première ligne des efforts au soutien de ce pays et pour mettre fin aux tensions avec l'Azerbaïdjan. L'action du président de la République au sommet de Prague le 6 octobre a été décisive pour faire notamment que l'Azerbaïdjan reconnaisse par écrit à nouveau la validité des frontières de 1991. Il a fallu le convaincre, mais décisive aussi pour obtenir le déploiement d'une mission d'observation de l'Union européenne à la frontière entre les deux pays, côté arménien. Mission qui est opérationnelle depuis le 20 octobre et qui a fortement contribué à faire que le nombre d'incidents sur le terrain diminue. C'est la raison pour laquelle nous considérons qu'elle est efficace, qu'elle est utile, qu'elle remplit sa mission
et raison pour laquelle nous souhaiterions que sa présence se maintienne au-delà du terme actuel qui est fixé au 19 décembre. Il y a donc encore une toute petite période de négociation, Monsieur le Président, au-delà du 19 décembre et aussi longtemps que nécessaire, puisque là c'était une mission temporaire renouvelable. Nous y travaillons et je peux même ajouter, j'espère que cette annonce sera importante à vos yeux, que nous espérons que cette mission puisse compter sur une présence française en adéquation avec l'importance que nous accordons au règlement du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Jusqu'ici, ça n'était pas le cas. Les effectifs avaient été prélevés sur la mission européenne qui est en Géorgie. Une nouvelle importante. Malgré les tensions et malgré la persistance d'un certain nombre d'incidents, avec moins de gravité évidemment qu'au mois de septembre, nous pensons qu'il existe une fenêtre d'opportunité pour régler les problèmes de fond, des problèmes qui n'ont jamais été réglés depuis la chute de l'Union soviétique. Des réunions se sont tenues entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à Bruxelles récemment et à Washington, respectivement sur des questions extrêmement importantes qui sont celles de la délimitation de la frontière, sujet complexe s'il en est, et d'autre part sur un projet de traité de paix. Donc n'en négligeons pas l'importance. Il nous faut continuer à dialoguer avec l'Arménie et avec l'Azerbaïdjan pour encourager ces deux pays à aller de l'avant et à saisir la chance de la paix. Les questions non résolues depuis plusieurs dizaines d'années doivent être résolues dans ce cadre. Il y a une opportunité à saisir. Le président de la République, avec d'autres, et notre partenaire américain particulièrement actif, a passé le message très explicitement au président Aliyev comme au Premier ministre Pachinian. Donc soyez assurés que nous sommes pleinement engagés pour le retour de la paix. Troisième axe, nous agissons à tous les niveaux pour prévenir l'apparition de nouvelles fractures qui risqueraient d'entraîner une fragmentation accrue de la société internationale. L'heure n'est évidemment pas aux logiques de blocs, mais à la construction d'alliances, de coalitions, d'actions concrètes. Il nous faut le faire de plus en plus. On ne raisonne plus dans notre précaré ou en termes de monde occidental depuis longtemps. Donc coalition cas par cas, coalition sur des idées, sur des projets permettant d'œuvrer ensemble à la préservation, de nos biens publics mondiaux, à commencer par le climat ou la sécurité alimentaire, mais préservation aussi de nos intérêts de démocratie et de nos intérêts de sécurité face à ceux qui sont tentés de faire prévaloir la violence, donc la force sur le droit. Nous nous y sommes employés au sommet du G20 en Indonésie, puis à Djerba lors du sommet de la francophonie. Les deux compositions de ces enceintes étant particulièrement propices à ce genre d'explications et d'actions. La France est particulièrement, j'évoquais la sécurité alimentaire, la France est particulièrement engagée sur ce front compte tenu de ses conséquences et ses répercussions dans les pays dits du Sud. La sécurité alimentaire progresse. Soyons clairs, elle doit tout à la guerre menée par la Russie. Elle est la conséquence de la guerre menée par la Russie et rien d'autre ne l'explique. Et donc la France a pris un certain nombre d'initiatives, reprises au niveau européen, reprises à l'international. Je mentionnerai là... Pardonnez-moi, c'est une démonstration en direct dont je vous aurais volontiers fait l'économie. L'initiative Farm, tout d'abord, qui vise à stabiliser les marchés agricoles en assurant une meilleure transparence et donc à lutter contre les spéculations, à soutenir l'Ukraine et les pays les plus vulnérables en leur permettant des achats à prix raisonnables et enfin à rendre la production agricole, notamment des pays du Sud, je mets là aussi des guillemets, plus durable, plus résiliente. Deuxième initiative qui a bien prospéré, on a eu à nouveau des réunions en marge du sommet du G20 récemment, l'initiative Sauver les récoltes, que nous portons avec l'Union européenne, avec nos partenaires de l'Union africaine, mais aussi avec l'ONU, la Banque mondiale et le FMI, pour répondre aux besoins d'engrais dans les pays les plus vulnérables, car il ne suffit pas d'assurer le transfert des céréales d'Ukraine ou de Russie vers les pays qui en ont besoin, il faut également que ces pays aient des engrais pour pouvoir assurer les récoltes de l'année prochaine.
Nous avons mobilisé 7,5 millions d'euros pour que le programme alimentaire mondial, par exemple, puisse acheminer des engrais. Nous avons facilité le transport d'engrais russes non sous sanction. Les dispositifs ont été levés depuis les Pays-Bas vers le Malawi. Nous finançons et nous facilitons d'une façon générale le transport d'une deuxième cargaison d'engrais de l'Estonie vers le Tchad. Je voulais vous donner quelques exemples. Et autre exemple, nous soutenons financièrement, pour parler concrètement, l'initiative ukrainienne de don de céréales qui s'appelle Grain from Ukraine à des pays africains ou des pays du Proche et du Moyen-Orient. Les premiers pays concernés vont être le Soudan et le Yémen. Et puis enfin, nous soutenons l'action de l'Union européenne qui s'appelle les corridors de solidarité, donc ouverts par l'Union européenne sur le continent européen, à l'ouest de l'Ukraine, qui permettent d'acheminer des céréales par voie terrestre, fluviale ou ferroviaire. Et dont je dois dire qu'à ce jour, ils ont permis de sortir d'Ukraine davantage encore de céréales que par la mer Noire et l'accord Black Sea Grain Initiative. Je mentionnais le climat. D'autre part, la France est également en première ligne des efforts internationaux en faveur de l'environnement et de la biodiversité. La COP 15 s'ouvre, donc je veux le rappeler. Elle organisera avec le Gabon à Libreville en mars 2023 un sommet sur les forêts. Il doit permettre de protéger plus efficacement et de mieux valoriser cet inestimable bien commun que sont les forêts tropicales, qui sont des puits de carbone non reproductibles d'ailleurs par d'autres moyens. Nous sommes également en pointe de la mobilisation internationale pour le climat. Et à cet égard, un petit mot sur la COP 27 de Sharm el-Sheikh, qui n'a pas été à la hauteur de toutes nos ambitions, en particulier ni l'ambition d'atteindre le pic des émissions mondiales de gaz à effet de serre avant 2025, avant de décliner, ni l'objectif de réduction de l'utilisation des énergies fossiles n'ont été retenus dans l'accord final, malheureusement. Accord qui, malgré tout, réaffirme l'essentiel, c'est-à-dire la nécessité de fournir des efforts supplémentaires dès la fin 2022, puisque les appels à engagement sont toujours ouverts, et encore plus l'année prochaine, afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré au maximum. Cet objectif a été rappelé. Vous vous souvenez qu'il était mis en cause par certains. Plusieurs décisions importantes ont néanmoins été prises lors de cette COP, dont celle de créer des dispositifs dédiés aux dommages économiques et sociaux dus au changement climatique. C'était une demande légitime des pays les plus vulnérables. Donc c'est ce qu'on appelle les mécanismes pour faire face aux pertes et préjudices, ces pays n'étant pas responsables des émissions qui, par ailleurs, les atteignent. La France prendra toute sa part à cet accord, comme elle contribue déjà au fonds d'adaptation, donc peut permettre aux pays d'adapter leurs économies et d'engager une transition écologique résolue. Nous apportons 10 millions d'euros à cette action pour 2022-2023, le tout dans le cadre d'un engagement français global sur le climat qui reste porté à 6 milliards d'euros par an entre 2021 et 2025. Nous tenons donc nos engagements, tous les pays du monde ne le font pas. Nous savons que les efforts de tous, au-delà des efforts de la France et des efforts de l'Union européenne, sont indispensables pour pouvoir relever les défis liés notamment au financement des efforts de lutte contre le changement climatique. Et ce sera précisément l'objet d'un nouveau pacte financier entre les pays du Nord et du Sud, dans le cadre du sommet qui se tiendra à Paris au mois de juin, en coordination avec les institutions financières internationales. Autre annonce faite lors du G20. Mesdames et messieurs les députés, Monsieur le Président, avant de terminer, de répondre à vos questions, permettez-moi de revenir brièvement sur la visite d'État du Président de la République aux États-Unis d'Amérique, comme on dit, visite d'État à laquelle vous avez participé, Monsieur le Président. Un déplacement qui a illustré, avec beaucoup d'autres, mais en bonne place, Monsieur le Président, déplacement qui a illustré la force de la relation franco-américaine. C'était, vous vous en souvenez, la première visite d'État depuis l'élection du président Biden, première visite d'État de l'administration Biden, et pour le président de la République, la deuxième visite d'État aux États-Unis depuis son élection. La déclaration conjointe qui a été
adoptée et publiée à l'issue de cette visite-là, qui est complète et précise, constitue pour nous une nouvelle feuille de route, en même temps qu'une nouvelle étape dans l'approfondissement de notre partenariat après celle qui avait été adoptée à Rome il y a un peu plus d'1 an. De nombreux sujets ont été abordés entre les deux présidents et les deux délégations. Évidemment, celui de l'Ukraine, avec le soutien constant de nos pays à l'Ukraine et à la lutte contre l'impunité des crimes commis, mais aussi tout un programme de travail bilatéral a été mis sur pied, qu'il s'agisse du domaine spatial, du domaine du nucléaire civil, de la transition climatique. Je pourrais citer d'autres exemples. Tout ceci figure dans la déclaration conjointe. Dernier sujet, et non des moindres, celui concernant la politique de subvention et de forte subvention de l'administration américaine suite à une loi votée par le Congrès qui s'appelle l'Inflation Reduction Act, qui vise à permettre de localiser aux États-Unis des entreprises permettant d'aborder résolument la transition écologique, non pas pour pénaliser l'industrie européenne, mais pour redonner une certaine souveraineté dans tous ces domaines aux États-Unis et moins aux pays asiatiques et moins à la Chine. Donc si ça ne visait pas l'Europe, et le président Biden l'a bien redit, ça peut avoir des conséquences fortes sur l'industrie européenne, en ce que des crédits d'impôt, et avec des seuils extrêmement importants et mobilisables tout de suite, vont ou risquent de créer des conditions de concurrence inégale entre nos deux économies. Et donc le président de la République a pu obtenir du président américain qu'il reconnaisse la nécessité pour les États-Unis et l'Europe de resynchroniser leurs approches afin d'éviter que la mise en œuvre de l'IRA ne pénalise les entreprises européennes. Ça n'est pas l'objectif, ça n'est pas l'intention. Il faudra trouver les mécanismes pour cette resynchronisation sans entrer dans des choses trop techniques. Ça peut passer par des mécanismes d'exemption, comme en bénéficient dans certains domaines le Canada et le Mexique. Ça peut passer également par des mécanismes évitant la course aux subventions. Et puis, d'une façon générale, nous devrons, entre Européens et Américains, à titre bilatéral, nous le faisons aussi avec les Allemands et la Commission, mettre sur pied de façon pratique le groupe de travail qui doit nous permettre de faire tous ces réglages, ce qui ne dispense en rien, et j'en terminerai, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, l'Europe de faire sa part du travail, de renforcer son soutien à son industrie, avec le même objectif de nous rendre plus souverains et plus indépendants. Nous devons faire plus et faire surtout plus vite pour pouvoir rester compétitifs. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. En vous écoutant, je trouve que le monde a l'air moins tragique qu'il ne l'est quand je lis les journaux. Je pense que c'est imputable pour une part importante à l'action de la France, évidemment apporteuse de sérénité, et sans doute également à votre hauteur de vue, dont je vous félicite et dont je vous remercie. Les groupes vont maintenant vous poser des questions et faire des observations, donc dans la limite de 2 minutes et demie pour chacun, et vous répondrez chaque fois dans un délai de temps que nous souhaitons équivalent. Alors le premier groupe concerné, c'est ce soir, parce que nous tournons les groupes pour que chacun ait sa part. Et ce soir, celui qui inaugure le bal, c'est Monsieur Alain David pour les socialistes et apparentés. Alain, c'est à vous. D'accord. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, suite à une décision de votre ministère de suspension de l'aide publique au développement pour le Mali, nous avons reçu un communiqué des Cités Unies France sur le Mali, car au titre de la coopération décentralisée, 250 projets sont soutenus par des collectivités territoriales françaises pour un engagement d'environ 3 millions d'euros qui touche plus de 7,5 millions de Maliens. La Commission nationale de la coopération décentralisée devait se réunir le 6 décembre. Avez-vous eu des informations? Les collectivités sont inquiètes. Devront-elles rembourser? Qu'en est-il? Enfin, en tout cas,
c'est le flou le plus total. Je souhaite également concentrer l'attention en tant que président du groupe d'amitié parlementaire Birmanie-France sur un sujet malheureusement grandement ignoré, à savoir la suite des persécutions de la société civile birmane par la junte putschiste. Récemment encore, ce sont des étudiants qui ont été condamnés à mort par le tribunal militaire, confirmant, selon le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, le mépris total de la junte pour les efforts de l'ASEAN et de la communauté internationale pour créer les conditions d'un dialogue politique en Birmanie. En tant que rapporteur pour avis et observateur attentif de la qualité et de l'engagement des personnels de notre audiovisuel extérieur, je ne peux pas non plus ne pas revenir sur la récente suspension des programmes de Radio France Internationale au Burkina Faso, sous l'accusation fallacieuse d'avoir repris des informations terroristes mensongères. Le nouveau pouvoir burkinabé a suspendu immédiatement et jusqu'à nouvel ordre la diffusion de ce média. Après de telles manœuvres au Mali, qui avait participé à la décrédibilisation de la France et de son action dans le pays, le Burkina est donc le nouveau théâtre de ces attaques tendancieuses contre un média indépendant et de qualité. Madame la ministre, quelles initiatives votre gouvernement et notre diplomatie entendent prendre pour rappeler l'attachement de la France à la liberté d'informer? Merci, quelle rigueur. 2 minutes 30. Madame la ministre, c'est à vous. Faites preuve de la même rigueur que le parlementaire qui vous a interrogé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le député David, je commencerai par le Mali, comme vous l'avez fait vous-même. Vous vous souviendrez que nous avons suspendu en février notre aide au développement, en même temps que nous avions pris la décision de retirer les forces françaises présentes au Mali et qui aidaient ce pays à lutter contre le terrorisme et les groupes terroristes armés, puisque les conditions du maintien de cette force n'étaient plus réunies. Et nous l'avons fait parce qu'il est exclu que nos financements d'aide publique au développement servent en quoi que ce soit à soutenir l'action des autorités maliennes, et notamment leur alliance avec les mercenaires de Wagner qui commettent exaction sur exaction, comme ceci est dûment documenté dans de nombreux rapports, et en particulier dans des rapports de l'ONU. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, plus tard, en octobre, nous avons décidé de mettre fin à cette aide tout en poursuivant notre aide humanitaire. Donc ce n'est pas une décision de la France que de mettre fin à l'aide humanitaire apportée par la France et par ses ONG au Mali. Nous regrettons évidemment, et nous l'avons fait publiquement et de façon nette, la décision des autorités maliennes d'interdire toutes les activités menées par des ONG avec pour partie un financement français. Et il s'agit, dans les déclarations qu'elles ont faites à tout le moins, d'interdire l'ensemble des activités de toutes les ONG bénéficiant de fonds français, qu'elles soient françaises ou maliennes d'ailleurs, ou internationales. C'est une décision brutale, injuste et que l'on ne peut s'expliquer. Nous sommes en train de regarder quels sont les contours précis de cette décision. Elle n'est pas la nôtre. Et les seules conséquences de cette décision, si elle devait être confirmée et traduite en actes, sont évidemment de pénaliser la société civile. Peut-être même est-ce l'objectif de la junte malienne. J'en émets l'hypothèse, mais je reste au stade des hypothèses. Pour mémoire, nous avions, depuis 2013, consacré plus de 100 millions d'euros à l'aide humanitaire et à l'aide au développement au Mali, qui évidemment contribue à aider les populations, accès à l'eau, accès à la santé, accès à l'éducation. Voilà, vous êtes dans vos 2 minutes. Alors le Burkina terminera rapidement. J'exprimerai ma très vive préoccupation, Monsieur le Président, comme on dit au Quai d'Orsay. Monsieur le député, les accusations portées contre RFI sont évidemment mensongères. Ça n'est pas un média d'État. Je crois qu'il suffit de l'écouter pour s'en rendre compte. Nous avons des contacts avec le nouveau chef de l'État du Burkina Faso. Ça fait partie des questions que nous pourrons évoquer avec lui. Très rapidement sur la Birmanie,
C'est un fait, la dégradation de la situation se poursuit plus d'un an et demi après le coup d'État. La France condamne régulièrement les détentions arbitraires et les difficultés que rencontre la société civile. Je ne parle pas que de Madame Aung San Suu Kyi. Nous appelons officiellement régulièrement à la libération de l'ensemble des prisonniers politiques. Nous sommes au premier rang dans la réponse européenne. Nous avons pris des sanctions et nous les renforçons. Nous l'avons fait il y a moins d'un mois. Et enfin, je voudrais vous dire que j'ai reçu hier parmi les lauréates de l'initiative Marianne, qui permet à des défenseurs des droits de l'homme un peu partout dans le monde de passer plusieurs mois en France. Je les ai reçus et parmi elles, il y avait une dame qui venait du Myanmar et qui est mieux placée que moi pour vous décrire la difficulté de la société civile dans son pays. Voilà, alors j'ai perdu toute autorité parce que vous avez mis 4 minutes et je vous ai évidemment pas interrompu. Parce que oui, c'est le jeu. Donc, mais je vous ai laissé effectivement avec beaucoup de plaisir nous répondre, et parce que je crois qu'il faut que vous habituiez à ce jeu. Mais j'espère que vous ne me mettrez pas dans cette situation difficile d'avoir à perdre totalement la face devant mes mandants. Maintenant, pour Horizon et Apparentés, Madame Cochert, qui est, comme vous le savez, députée du Bas-Rhin. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Alors, depuis plusieurs jours, une vive inquiétude de la population s'exprime suite à l'annonce d'éventuelles coupures d'électricité. Il est vrai qu'il est fondamental que les écoles ne subissent pas des fermetures, et d'autre part, il me semble important que la gestion de ces difficultés à venir ne conduise nos concitoyens en zone rurale à se sentir laissés pour compte. Je voudrais rebondir, Madame la Ministre, sur ce sujet pour faire le lien avec ce que l'Europe fait et peut faire pour nos concitoyens. Entre 1990 et 2018, l'Europe a connu une augmentation de sa consommation électrique de 27,6%. La consommation électrique devrait encore augmenter drastiquement, alors que l'Union européenne lance des plans ambitieux pour sortir des énergies fossiles et électrifier les transports. Si l'Europe s'est construite autour du charbon et de l'acier, nous sommes convaincus que l'Europe de demain peut se construire autour de la transition énergétique. Mais il faut pour cela garantir que les règles du marché européen puissent protéger ses concitoyens contre la précarité énergétique. En septembre, la présidente de la Commission européenne indiquait qu'il était nécessaire de réformer le marché européen de l'électricité, notamment par le découplage du prix de l'électricité du prix du gaz, comme vous le soulignez, Madame la Ministre. Pouvez-vous nous donner la feuille de route de la diplomatie française et de la représentation française de l'Union européenne sur cette question? Au demeurant, quelle est la feuille de route du gouvernement et de l'Union européenne pour trouver des solutions communes pour mieux prévenir les crises sur l'approvisionnement d'électricité? Vis-à-vis du reste du monde, nous avons aussi pu constater un véritable besoin de diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, notamment par l'importation de gaz naturel liquéfié. Plus généralement, quelle est l'action du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de l'Union européenne en termes de diplomatie économique pour diversifier nos sources d'énergie? Merci, Madame la députée. Madame la Ministre. Donc, 2 minutes, puisque Madame la députée, vous avez tenu en 2 minutes. Non, mais vous avez le droit à 2 minutes et demie. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que je bavarde avant de répondre. C'est une autorité magnanime. J'ai bien compris. Oui. Merci Jean-Louis. D'abord, quelques éléments sur la position de la France et ce que nous avons fait. Je rappellerai que, comme ceci a été anticipé, les mesures datent de l'été, Madame la députée, vous vous souvenez, nous avons rempli nos stocks. Et aujourd'hui, les stocks sont pleins et assurés à plus de 95%. Nous avons aussi réduit de façon aussi ordonnée que possible notre consommation de gaz et d'électricité, en réduisant notamment la température dans les bâtiments avec un effet immédiat. Et nous avons adopté également des mesures de protection des ménages, comme l'on dit, et des entreprises pour lutter contre la hausse des prix de l'énergie. Nous sommes sans doute le pays qui y consacre le plus de ressources publiques en Europe. Alors, il faut évidemment, vous avez raison, réformer le marché européen de l'électricité, en particulier parvenir, je l'évoquais brièvement, au découplage du prix du gaz et de l'électricité. Par prudence et en étant moins optimiste peut-être que le président Bourlange le note,
Je vais vous parler du printemps. En fait, nous espérons un accord au printemps, mais pour cela, nous espérons surtout les propositions de la Commission, si possible d'ici la fin de l'année, pour qu'il puisse y avoir quelques mois de négociations. Ça mettrait beaucoup de bien dans la fixation des prix, et pas seulement sur leur volatilité, mais sur le fond. Et enfin, en effet, nous devons, et nous le faisons, diversifier nos sources d'approvisionnement, être moins dépendants de nos sources d'énergie, même si la France n'était pas le pays le plus dépendant de la Russie, vous le savez. Pour ça, nous développons avec nos partenaires européens un dialogue renforcé avec des partenaires producteurs fiables. Je pense notamment, pour ce qui nous concerne, à la Norvège ou aux États-Unis, qui est l'un des pays qui nous approvisionne beaucoup en GNL. Et puis il faut aussi procéder à des achats groupés de façon à acheter moins cher. Et c'est ce que font les Européens. L'accord a été trouvé sur ce point au Conseil énergie au mois d'octobre, non sans difficulté, comme vous vous en souvenez, mais il a été trouvé. 2,16, pas mal. C'est formidable. Pour le groupe écologiste et apparenté, c'est Hubert Julien Laferrière. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, les nouvelles du Sahel ne sont pas bonnes. On en a parlé il y a quelques minutes. Et le Sahel, ce sont d'abord les pays prioritaires de notre aide publique au développement. Il se trouve que lorsqu'on a connu la crise Covid, on n'a peut-être pas vu assez à quel point, je ne sais pas si on peut parler de dommages collatéraux, mais en tout cas, les effets de la crise Covid sur les autres grandes pandémies pour lesquelles nous contribuons à lutter, notamment par le Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme, créé par les présidents Chirac et Mandela. Ces pandémies ont repris effectivement de la vigueur. Et donc je voulais vous interroger sur notre aide publique au développement. Est-ce que la cible des 0,7% de notre produit intérieur brut qui avait été ajoutée à notre loi de 2021 grâce à un amendement du rapporteur Berville que nous avions évidemment soutenu, est-ce que cette cible-là est bien dans votre scope, si je peux m'exprimer ainsi, et en particulier de consacrer, ce qui est également dans la loi, 50% de notre APD, parce que là, on n'y est pas, aux services essentiels que sont la santé, l'éducation, l'accès à l'eau, l'assainissement, et de doubler, et je reviens sur la thématique de la santé, sur laquelle j'ai commencé, la part que représente la santé dans notre aide publique au développement, parce qu'on est aujourd'hui, je crois, autour de 7% de notre APD, et donc on doit effectivement monter en puissance sur ce sujet. Donc je voulais vous interroger en particulier là-dessus. Et puis une seconde question sur laquelle vous avez, je pense, déjà été interrogé, sur ICOP. ICOP, c'est pas un projet de la France, c'est évidemment un projet de Total Energy, mais c'est un projet donc en Ouganda qui déplace des communautés entières, qui menace la flore, la faune, en traversant des réserves naturelles d'éléphants, de lions, de chimpanzés parmi les plus importantes du monde. Et c'est un projet qui entraîne aussi des arrestations de militants ou membres de communautés affectées qui critiquent le projet. Notre ambassadeur soutient le projet ICOP en Ouganda. Certaines ONG reprochent à la France son silence sur ce projet. Donc je voulais savoir, Madame la Ministre, si la France, est-ce qu'elle va s'exprimer publiquement sur le projet ICOP en Ouganda? Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Monsieur le député. Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Éteignez votre... Voilà, merci Monsieur le député. Merci beaucoup Monsieur le Président, Monsieur le député. Pour ce qui concerne tout d'abord l'aide publique au développement, l'objectif, nous parlons bien d'objectif, de 0,7% figure dans la loi d'août 2021. Il demeure donc, avec, vous vous en souvenez, puisque cette loi est passée devant votre Assemblée, la fixation d'un niveau précis pour les années 2021 et 2022 à 0,55%. J'ai le plaisir de vous dire que nous y sommes. C'est au passage un doublement de l'aide publique au développement de la France depuis 2017 en volume, permettez-moi de le rappeler. Nous avons soumis au Parlement le projet de loi de finances 2023. Si le taux de 0,55% demeure, il y a néanmoins, du fait de l'augmentation de la base, de l'augmentation de
RNB et du PIB, une forte augmentation en volume de notre aide prévue pour 2023, le tout sous réserve de l'approbation évidemment du Parlement, puisque cela représenterait plusieurs centaines de millions d'euros supplémentaires, pour partie sur le programme 110 géré par le ministère de l'économie, des finances, de la souveraineté économique et numérique, et pour partie par mon ministère. Pour ce qui concerne mon ministère, qui est celui qui s'occupe prioritairement des questions que vous soulevez, notamment les questions de la santé, on a consacré plus d'1 milliard d'euros en 2020 au secteur de la santé, 1,2 milliard. Je n'ai pas encore les chiffres pour 2021 ou 2022, et la même somme pour le changement climatique, et un peu plus de la même somme pour l'éducation. Donc je crois que nous sommes sur une bonne tendance, pour autant que le Parlement, permettez-moi cette incidence, veuille bien valider l'augmentation que nous lui proposons. Cette incidence a été Dûment très bien notée. perçue. Dûment notée, oui. Pour ce qui concerne ICOP, monsieur le député, c'est un projet, vous l'avez dit, qui concerne une société privée qui est Total, qui est un projet dans lequel il n'y a pas de financement public français, il n'y a pas de financement qui nous concerne, et donc je dois vous renvoyer sur les liens entre Total et le gouvernement ougandais, qui sont ceux qui montent ce projet. Oui. Je vous remercie. Maintenant, c'est au tour du groupe Renaissance. C'est monsieur Gomis qui va s'exprimer. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je tiens à vous remercier au nom de mon groupe pour l'exposé particulièrement complet que vous avez réalisé et qui nous a permis aussi de mettre en lumière ô combien le rôle de la France dans tous, malheureusement, les conflits est primordial et particulièrement important. Vous avez vu l'intérêt de l'Assemblée nationale pour les questions internationales la semaine passée, puisque nous avons, notre groupe, présenté 3 propositions de résolution. Une sur l'Arménie pour condamner l'attaque azérie, une autre sur l'Ukraine pour affirmer notre plein soutien au peuple ukrainien, et puis une également qui concernait le soutien au peuple iranien. Comme vous l'avez vu donc le 28 novembre dernier, cette proposition de résolution a été votée à 149 voix sur 149 suffrages, et ça marque une volonté du Parlement français de soutenir les efforts qui sont réalisés, notamment au niveau européen, avec le renforcement des sanctions à destination des hauts dignitaires iraniens, qui a été entériné le 14 novembre dernier, et puis aussi des demandes très formelles et très symboliques, comme celle de l'exclusion de la République islamique d'Iran de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies. J'ai une question à vous poser donc sur la situation iranienne. Beaucoup d'observateurs estiment qu'un renforcement de ces sanctions contre les hauts dignitaires iraniens peut être envisagé. Qu'en est-il? Et j'ai une autre question, et promis, Monsieur le Président, je ferai particulièrement court cette fois-ci. Une autre question concernant le regain de tension entre la Turquie et les forces kurdes au nord de l'Irak et au nord de la Syrie. On a vu les déclarations du président Erdogan, particulièrement véhémentes. Et qu'en est-il de la situation pour l'heure, puisqu'on sait que les forces kurdes ont eu un rôle particulièrement important dans la lutte contre Daesh, et cette situation pourrait créer un regain de tension et surtout un retour des djihadistes. Je vous remercie. Vous êtes bien bon, monsieur Gomis, parce que on n'avait pas repéré j'avais absolument aucun moyen de contrôler votre temps, donc je vous remercie. Madame la ministre. Merci beaucoup. Merci de votre question, monsieur le député, et merci également de votre PPR passé à l'unanimité, qui a valu, du fait des déclarations par lesquelles j'approuvais votre proposition, une convocation à notre ambassadeur à Téhéran par votre faute, je ne le sais pas, mais par la mienne, en tout cas. Des sanctions ont déjà été prises, vous savez, contre les responsables iraniens.
C'est un dossier que nous avons vu depuis le mois d'octobre et de nouvelles sanctions sont en train d'être débattues. Sans m'avancer de façon imprudente, je pense pouvoir vous dire que lors du prochain Conseil Affaires étrangères, donc lundi prochain, lundi qui vient à Bruxelles, nous devrions pouvoir sanctionner à nouveau les responsables de programmes de drones iraniens vendus ou donnés, je ne le sais, à la Russie et utilisés par elle dans sa guerre en Ukraine. Votre deuxième question sur l'Iran concerne la commission de la femme des Nations Unies dans le cadre de notre position qui consiste à condamner la répression brutale qui est menée par les autorités iraniennes, soutenir les aspirations à la liberté des Iraniennes et des Iraniens. Ce sujet sera examiné, je pense d'ici la mi-décembre et peut-être même le 14 décembre, sur la base d'un texte d'origine américaine, mais qui est en concertation entre beaucoup, pour donner un signal clair d'exclusion de l'Iran de la Commission des droits de la femme des Nations Unies. Et si vous vous posez la question, je dois vous dire évidemment que la France votera en faveur de ce texte. Enfin, sur la situation dans le nord-est syrien, il y a eu, et nous l'avons regretté, un certain nombre de bombardements turcs. Ce n'est pas la première fois que la Turquie procède à de tels bombardements. Et si nous comprenons ces préoccupations de sécurité pour faire face au terrorisme, et le PKK, à nos yeux, est une organisation terroriste, cela ne signifie pas qu'il faut déstabiliser la région, déstabiliser le nord-est syrien, ou faire un amalgame qui n'a pas lieu d'être entre les appartenants divers au PKK et ceux des autres forces, notamment les YPG, qui luttent à notre côté contre Daesh et dont il convient qu'ils puissent continuer à nous aider dans la lutte contre Daesh, qui n'est pas terminée. Et donc, comme l'a fait mon camarade et collègue ministre des Armées, Sébastien Lecornu, auprès de son homologue, j'ai appelé mon homologue turc il y a quelques jours pour rappeler son attention sur l'importance de ne pas déstabiliser la région. Je ne vous garantirai pas d'avoir été entendu. Nous avons des troupes là-bas. Je ne peux pas répondre à cette question, Monsieur le Président. Très bien. C'est une réponse classique quand il peut y avoir des choses dont on ne parle pas. Oui, oui, mais écoutez, il y a des non-réponses qui sont des réponses. Maintenant, c'est le tour du Rassemblement national. C'est Monsieur Thibault François, qui est député du Nord, qui va vous poser les questions. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame le Ministre, chers collègues. Le 24 février dernier, l'offensive de la Fédération de Russie, lors de l'invasion en Ukraine, plongeait l'Europe non seulement dans la stupéfaction, mais déstabilisait surtout une grande partie du vieux continent. Alors, si ce conflit touche évidemment l'Ukraine en son cœur, beaucoup de pays qui sont frontaliers font figure de dommages collatéraux, et notamment la Moldavie, par exemple. Donc, la Moldavie est située entre l'Ukraine, la Transnistrie et la Roumanie, donc avec plus de 2,6 millions d'habitants, 13,7 milliards de PIB et un indice de développement humain relativement faible de 0,75 points. La Moldavie se classe 90e sur 189 pays en termes de développement humain. Et en plus d'être faiblement développée, la Moldavie reste un pays où malheureusement la corruption reste très présente. Pour exemple, l'ex-président de la Moldavie, Igor Dodon, est soupçonné de trahison et aussi de corruption depuis mai dernier, ce qui est assez parlant au niveau de la classe politique moldave. Le 21 novembre dernier, une conférence se tenait à Paris avec 45 délégations internationales pour soutenir la Moldavie. Alors, résultat des échanges, une enveloppe de plus de 100 millions d'euros a été promise par le président de la République. S'ajoute à cela 150 millions d'euros d'assistance macrofinancière qui ont été accordés en avril 2022 par le Conseil de l'Europe. Ensuite, 695 millions d'euros d'aide lors d'une conférence à Berlin qui a été validée par votre prédécesseur, M. Le Drian, et ce, toujours en avril 2022. S'ajoute à cela, encore une fois, 250 millions d'euros promis le 10 novembre dernier par Mme von der Leyen. Ça commence tout de même relativement à chiffrer. Alors, si je puis me permettre, ma question est très laconique, Madame le Ministre, est très simple. Compte tenu de la situation géopolitique de la Moldavie, sa situation politique, financière et de la corruption grandissante, quelles ont été les conditions données à ces financements et sur quels critères? Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député, de votre question. La Moldavie est en effet un pays voisin de l'Ukraine, un pays fragile, d'autant plus fragile qu'il y a en son sein un conflit gelé du fait de la Russie qui a maintenu depuis plusieurs dizaines d'années des forces séparatistes
en Transnistrie. Je crois qu'il faut rappeler également le cadre historique qui fragilise la Moldavie. Nous avons un pays qui est d'autant plus fragilisé qu'il subit par ailleurs les conséquences économiques de la guerre choisie par la Russie en Ukraine, avec du fait de la guerre une impossibilité pour ce pays désormais de bénéficier de fournitures d'électricité en provenance de l'Ukraine, qui est traditionnellement l'un des pays qui exportait vers la Moldavie, et également une décision russe, je dis bien russe, de baisser puis d'interrompre les livraisons de gaz en provenance de Russie. Voilà pour situer à la fois le cadre et les responsabilités. Face à cela, il est important, et c'est notre responsabilité, d'aider la Moldavie à ne pas subir davantage les conséquences d'une guerre qu'elle n'a pas choisie, qu'elle n'a pas voulu, mais dont elle subit trop déjà les conséquences. Je rappellerai que la Moldavie a désormais le statut de candidat à l'Union européenne, ce qui signifie qu'avant l'octroi de ce statut, mais également après, la Moldavie, comme les autres candidats, fait l'objet d'un examen précis, sujet par sujet, mené par la Commission européenne au nom des 27. Et je dis bien aussi bien après l'octroi du statut qu'avant. Nous y sommes particulièrement attentifs et ça fait partie des avantages du statut de candidat qui a été octroyé à la Moldavie, comme par ailleurs à l'Ukraine, autre pays dont la corruption n'est pas tout à fait encore, dans lequel la corruption n'est pas encore éradiquée. Je rappelle quand même que Madame la présidente de Moldavie, que nous avons reçue avec Madame Braun-Pivet il y a une dizaine de jours, est quand même vraiment une héroïne de la lutte contre la corruption. Je crois qu'il faut le savoir. C'est là-dessus qu'elle a été élue. Et elle a mis en cause effectivement des forces de corruption qui étaient en revanche assez profondément liées à la Russie. Pour la France insoumise, Madame Soudet. Madame la ministre, nous sommes inquiets de l'affaiblissement de notre diplomatie. Les derniers rebondissements de la situation de notre compatriote Salah Hamouri détenu par Israël depuis le 7 mars, sans charge ni procès, en sont révélateurs. Malgré quelques déclarations, somme toute assez timides, le gouvernement français et la représentation diplomatique se sont contentés d'un rôle passif, de visite consulaire en visite consulaire, sans obtenir de réelle avancée dans ce dossier, ni mettre fin à un harcèlement qui dure depuis plus de 20 ans. Quand nous avons demandé à la diplomatie française pourquoi elle ne haussait pas le ton face à Israël, on nous a répondu que ce serait contre-productif, car Israël se braquerait et expulserait Salah Hamouri, l'empêchant à jamais de revenir à Jérusalem-Est, sa terre natale. On ne peut pas dire que votre choix tactique ait été le bon, car comme vous le savez, Israël a quand même décidé de procéder à cette expulsion. Comble de la honte, notre consul s'est vu refuser l'accès à la salle d'audience de Salah Hamouri, au mépris du droit consulaire. Est-ce le fait que vous fassiez des coopérations militaires communes avec Israël, telles que l'exercice Eastern Breeze achevé hier, qui vous empêche de faire preuve de courage? Si Israël persiste dans cette voie, délivrerez-vous un laissez-passer consulaire ou défendrez-vous les droits de notre compatriote? Prendrez-vous enfin des sanctions à l'égard d'Israël? Avez-vous seulement entrepris des démarches pour obtenir le soutien de nos homologues européens? La déportation de Salah Hamouri constituerait un crime de guerre au regard du droit international. Votre courage dépend-il de l'opinion et de l'intérêt des États-Unis? Face à l'Iran, face à la Russie, vous trembliez moins, vous parliez plus clairement. Pourtant, comme la Russie, Israël annexe et colonise des territoires qui ne sont pas les siens. Et comme l'Iran, Israël bafoue les droits humains élémentaires. Le deux poids, deux mesures est insupportable. Il se trouve qu'au Nicaragua aussi, 2 de nos compatriotes, 2 femmes, sont retenues en prison, jugées pour complot par un État dictatorial. Là encore, vous demandez leur libération, mais à voix basse, car vous auriez peur de l'expulsion de notre ambassadeur. Nous sommes la France, Madame la Ministre, la France. Pas Joe le rigolo, la France. Et nous méritons du respect. Nous n'avons pas à avoir peur de défendre nos compatriotes où qu'ils soient à travers le monde. Allez-vous enfin apprendre de vos erreurs? Et le président, qu'attend-il pour s'exprimer publiquement sur la situation de Salah Hamouri et faire respecter la position de la France? Je vous remercie, Madame la députée. Tout le monde a bien compris votre question, l'a bien entendu en tout cas. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Je me permettrai de ne pas commenter tous vos propos, et notamment lorsque vous parlez de déportation et de crimes de guerre, qualification qui ne m'appartient pas de porter, ni même de commenter, tant elle est outrancière. Ce que je peux vous dire, c'est que la France est mobilisée depuis le début de cette affaire, et que je crois qu'aucun prisonnier français dans le monde
et il y en a beaucoup, vous le savez, au Nicaragua et au-delà, de bénéficier d'une telle attention de la part des autorités françaises, et notamment dans les déclarations publiques que nous faisons, y compris le président de la République, qui s'est exprimé sur ce sujet, ne l'oubliez pas. Plusieurs visites consulaires ont été organisées. Une audience devait avoir lieu aujourd'hui. Si je suis bien informée, l'expulsion qui avait été fixée à la date du 4 décembre avant de devoir être examinée par cette nouvelle audience est reportée. Et donc à ce stade, M. Amoury n'a pas été expulsé. Il a bénéficié des droits de visite consulaire comme il se doit, et nous poursuivons le dialogue avec les autorités israéliennes. Je crois avoir assez bonne mémoire pour me rappeler de vous avoir dit ici même que nous poursuivons ce dialogue tant à Paris que sur place, et avec, je vous le dis aussi, le plein soutien de nos partenaires européens. Donc nous souhaitons, je le redis aussi, qu'ils puissent être libérés, comme toute personne dont nous ne connaissons pas les chefs d'inculpation, et qu'ils puissent bénéficier, jouir de l'ensemble de ces droits et mener une vie normale à Jérusalem, qui est sa ville de naissance et sa ville de résidence. Pour ce qui concerne le Nicaragua, je ne sais d'où vous tenez, Madame la députée, l'information selon laquelle nous aurions peur que notre ambassadeur soit expulsé. D'abord, on n'expulse pas comme ça un ambassadeur. Ensuite, je n'en ai jamais entendu parler. Au demeurant, il vient d'arriver, donc ce serait particulièrement dommage. Et il assume sa mission, y compris sa mission de défense de nos ressortissantes. Je dois dire que j'avais posé une question au gouvernement sur les victimes de la répression de M. Ortega, et j'avais eu des réponses extrêmement fermes, extrêmement précises de votre prédécesseur, Madame la ministre. Pour les Républicains, M. Settlinger. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ma première question concerne notre rapport à l'Allemagne. Député d'une circonscription frontalière à l'Allemagne, notre relation à l'Allemagne me préoccupe encore davantage. La construction européenne est née d'amitié franco-allemande. Dans ces conditions, le report récent du Conseil des ministres franco-allemands, la possibilité que l'Allemagne se dote d'un bouclier antimissile sans la France et l'Italie, les atermoiements relatifs au SCAF constituent autant d'inquiétudes. Par conséquent, comment envisagez-vous la relation franco-allemande dans les prochains mois? N'y a-t-il pas urgence à rétablir notre lien avec notre voisin allemand? Ma deuxième question concerne le mal-être des diplomates. Suite à la grève inédite du 2 juin, des états généraux de la diplomatie ont été mis en place. Cependant, ces états généraux ne doivent pas se contenter d'être une concertation de façade, mais doivent pouvoir amorcer des changements concrets pour vos agents. Plusieurs députés membres du groupe de travail sur la réforme du corps diplomatique se sont rendus la semaine dernière au ministère. Monsieur l'ambassadeur Bonafont nous a présenté la méthode de travail des états généraux de la diplomatie. Plusieurs thématiques ont été retenues, notamment l'une qui concerne les ressources humaines. Nous avons rappelé à Monsieur l'ambassadeur la forte opposition des membres de notre commission à la réforme du corps diplomatique. Monsieur l'ambassadeur nous a indiqué que dans le cadre de ces états généraux, des modifications pouvaient être adoptées à la réforme du corps diplomatique. Madame la ministre, comment comptez-vous influer cette réforme du corps diplomatique qui n'est souhaitée par personne? Et puis troisièmement, concernant la désinformation, le président de la République avait indiqué lors de son discours, lors de la conférence d'ambassadeurs, qu'il souhaitait que la France puisse être capable de contrôler les discours contre notre pays. Pardon. À l'heure actuelle, nous ne voyons pas encore de riposte face au discours de la France. Quand cette Prenez le temps de tousser, monsieur. Ça ira beaucoup mieux pour vous. Excusez-moi. Ouais. Nous décomptons le temps de tout. Pardon. Quand est-ce que cette cellule sera enfin activée pour pouvoir contrer les discours contre la France? Merci beaucoup. Merci, monsieur le député de la Moselle. Madame la ministre. Merci. Faites comme moi, je n'hésite pas à tousser, je vous prie de m'en excuser. Donc 3 questions, 2 minutes 30, ça me contraindra ou me permettra, c'est selon, à aller vite. D'abord sur le franco-allemand, je pense avoir assez largement évoqué ce que nous faisons lors de mes propos d'introduction. Le report du Conseil des ministres franco-allemand le 26 octobre a été plutôt une bonne chose, monsieur le député, puisqu'il a permis au contraire de prendre conscience
du fait que nous ne travaillions point assez ensemble. Et depuis, des avancées ont été faites sur le SCAF, pour ne citer que cela. Le président de la République et le chancelier se sont vus, donc au niveau le plus élevé, au niveau des premiers ministres, au niveau plus modeste des ministres, mais ils furent nombreux à se voir. Nous sommes d'accord, et c'était important de faire cette vérification sur la vision que nous avons de l'Europe pour construire une Europe plus souveraine grâce aux Franco-Allemands. Et donc rendez-vous le 22 janvier ou en périphérie du 22 janvier, puisque je ne voudrais pas vous donner la date d'un conseil des ministres franco-allemands qui n'est pas encore fixé. Sur les États généraux, merci, monsieur le député, de votre intérêt. Je me dois néanmoins de rappeler une nouvelle fois que l'objet des États généraux n'est pas de revenir sur une réforme qui est faite et qui était d'ailleurs déjà faite avant que je prenne mes fonctions, mais qui doivent permettre à tous nos collègues, quels que soient les pays, quel que soit leur statut, quel que soit leur grade, de s'exprimer sur ce qu'ils pense devoir être l'outil diplomatique adapté à ce monde nouveau et compliqué que nous connaissons. Vous avez fait le point avec l'ambassadeur Jérôme Bonafont. Merci de cela. Il a mis sur pied 3 groupes de travail selon ce dont nous étions convenus. Il y a par ailleurs un comité consultatif. Il se déplacera avec une partie de son équipe dans un certain nombre de pays. Et donc, lorsque la première phase, celle des consultations, pardonnez-moi, se terminera, je pense qu'on fera un point d'étape avec une première synthèse, une restitution qui permettra d'aborder la seconde étape, celle qui constituera en janvier-février, à formuler, rédiger, réfléchir à des propositions concrètes sur les métiers de la diplomatie et sur la place et le rôle du Quai d'Orsay dans l'État en ce début du XXIe siècle. Enfin, sur la désinformation et la nécessité d'avoir un contre-discours, la sous-direction dont j'avais annoncé la création vient d'être mise en place. Nous voyons déjà en interne, peut-être plus que vous, un certain nombre d'effets sur la capacité de travail de cette sous-direction pour identifier des récits falsifiés, pour y répondre. Je pourrais prendre un certain nombre d'exemples, mais je n'en prendrai qu'un. Lors d'une vague de bombardements russes, un certain nombre de médias maliens, curieusement, ont prétendu que notre ambassadeur avait fui, que des ambassades européennes fermées. On a pu l'identifier assez vite et faire que notre ambassadeur, qui l'aurait fait peut-être sans nous, me direz-vous, se montre dans ses activités d'ambassadeur et montre ainsi qu'il était tout à fait faux de prétendre qu'il avait fui. Quelques autres actions d'accompagnement sur lesquelles je ne donnerai pas de précision. Ah oui, je me serais bien gardé d'interrompre ces heureuses informations. Pour le groupe démocrate MoDem, c'est monsieur le député du Haut-Rhin, Bruno Fuchs. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour être avec nous ce soir. 2 types d'interrogations. D'abord, depuis le 16 septembre et la mort en détention de Mahsa Amini, des manifestations secouent l'Iran et le régime s'entête dans une répression arbitraire et sanguinaire. Depuis le début du mois de novembre, l'armée russe bombarde l'Ukraine avec des centaines de drones de fabrication iranienne, nous rappelant que ce pays penche du côté de la Russie et se retrouve donc opposé à la paix et frontalement opposé aux engagements défendus par la France. En parallèle de ces 2 situations, la France poursuit ses efforts pour que les négociations reprennent autour de l'accord de Vienne de 2015 qui prévoyait la fin de l'enrichissement de l'uranium iranien en échange de la levée des sanctions économiques occidentales. Dans ce dossier, la France a toujours su adopter une position équilibrée, maintenant à chaque occasion les conditions du dialogue et de la négociation. Madame la Ministre, la répression féroce des autorités iraniennes et la participation du régime des Mollahs à la guerre en Ukraine en appui de la Russie sont-ils de nature à changer la position de la France vis-à-vis de l'Iran et les objectifs de la négociation sur le nucléaire militaire iranien ? Deuxième interrogation, elle porte sur la stratégie de la France concernant l'espace francophone. Au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, la France a toujours laissé, facialement en tout cas, ses partenaires en première ligne. Au sommet de Djerba, le président de la République a annoncé que le prochain sommet aurait lieu en 2024 en France.
Première question, est-ce le retour de la France dans la francophonie? Est-ce qu'on a considéré cette annonce comme un retour de la France dans la francophonie? Et si oui, il y a urgence, me semble-t-il, à changer de méthode et d'adopter une stratégie beaucoup plus offensive pour enrayer le déclin. Sur 2 plans. D'abord, il faut que la France défende farouchement sa langue. On l'a abandonné depuis des dizaines d'années, notamment dans les institutions européennes. Ça a été dit à plusieurs reprises dans cette commission. Et puis à la COP27, puisque vous en avez parlé, sur le pavillon français, une partie des conférences données par des représentants de la France ont eu lieu en anglais. Donc vous aviez dans la salle des représentants de la francophonie avec un casque qui écoutaient des Français parler en anglais par une traduction en français. C'est quelque chose d'absolument ahurissant. Comment peut-on alors, lorsque vous êtes béninois, camerounais, cambodgien, penser qu'il faut développer l'usage du français alors même que la France semble abandonner l'usage de sa propre langue? Et puis, ce sera terminé, donc ce sera la question. J'aurai l'occasion de poursuivre ces interrogations dans d'autres circonstances. Merci, monsieur le député. Merci. Madame la ministre. Merci, monsieur le député Fuchs. Sur l'Iran, et un peu plus rapidement qu'il ne faudrait, il est clair que la fourniture par l'Iran de drones militaires à la Russie pour aider celle-ci à mener sa campagne de bombardement en Ukraine constitue une violation de la fameuse résolution 2231 du Conseil de sécurité qui avait accompagné le JPCOA auquel vous faites référence. Et donc, cette violation nous caractérisée, prouvée, nous a conduit à mobiliser nos partenaires européens et à décider ensemble de sanctions le 20 octobre dernier. La poursuite de ces livraisons par l'Iran nous amène à, je le disais, envisager un nouveau train de sanctions sous réserve de la compétence de fond du Conseil Affaires étrangères du 12 décembre. Je crois pouvoir vous dire que nous adopterons de nouvelles sanctions lundi. Par ailleurs, il faut déconnecter ce que fait l'Iran par le truchement de la Russie en Ukraine du dossier de la négociation du JPCOA. Sur ce dossier, pour le schématiser vraiment à grands traits, un texte est sur la table, issu de mois et de mois de négociations. Il appartient maintenant à l'Iran de nous dire s'il l'accepte ou s'il ne l'accepte pas. Vous avez vu qu'entre-temps, les signaux sont négatifs et que l'Iran a décidé de mener au-delà de 60% de taux d'enrichissement ses activités dans un deuxième site, ce que nous avons condamné. Sur la francophonie, je vous bénis presque de votre question, parce que vous me donnez raison, j'ai failli commettre un impair tout à l'heure en vous parlant du sommet de Libreville, qui s'appellera le One Forest Summit, mais vous voyez, je n'ai pas osé le faire. Et puis, mon cabinet qui est à mes côtés m'entend suffisamment souvent refuser de parler anglais, je le parle médiocrement, j'y arrive à peu près, parce que ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, quand c'est à titre officiel et qui plus est dans mon ministère, je préfère parler français. Alors, il n'est pas souhaitable, évidemment, que dans un pavillon français à la francophonie, on s'exprime en anglais, même si tout un chacun d'entre nous aspire toujours à se faire comprendre. Bien, merci, Madame la ministre. J'ai toujours pensé que l'ignorance de l'anglais était l'arme favorite des Français pour défendre leur langue. Nous abordons maintenant les questions des parlementaires à titre individuel. Et la première à poser la question sera Madame Lacrafi, qui est, comme vous le savez, députée Renaissance des Français de l'étranger et qui règne sur deux continents ou moins. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Je suis rentrée hier d'un déplacement dans ma circonscription à Maurice, petit pays de l'océan Indien qui compte la 4e communauté de ma circonscription, donc estimée à 15 000 Français. J'ai pu y mesurer à quel point il y a parmi la population mauricienne profondément francophone un désir de France. Ce pays se trouve par ailleurs dans une région qui n'est pas sous les feux de l'actualité, mais qui est éminemment stratégique pour notre pays, puisque l'on y trouve plusieurs territoires français, Mayotte et La Réunion, à 40 minutes de vol.
Un entretien avec le secrétaire de l'organisation de la Commission de l'océan Indien, la COI, a renforcé ma certitude concernant l'importance de ce vaste ensemble où, notons-le bien, se renforce la présence de l'Inde avec l'installation d'une base militaire, la Chine et même la Russie. Je souhaite, Madame la Ministre, savoir quelle est l'ambition que porte la France concernant cette région vis-à-vis de ses relations avec Maurice et envisagez-vous d'y faire un déplacement, sachant que le dernier déplacement officiel, notamment d'un président de la République, a été fait par Monsieur Mitterrand. Merci. Excusez-moi, c'était votre entrée. Madame la ministre, en 1 minute. C'est votre nature, Monsieur le Président. En moins d'1 minute, je vous dirais qu'en effet, c'est stratégique, Madame la députée. Vous vous souvenez que nous avons présidé en 2021-2022 la Commission de l'océan Indien, puisque le soutien que notre pays apporte au rayonnement régional à partir de Mayotte et de la Réunion fait partie de notre stratégie indo-pacifique, s'appuyant sur nos territoires pour le volet indien de la stratégie indo-pacifique. Ça se situe évidemment grâce à ces territoires dans l'océan Indien. Par ailleurs, nous avons adhéré à l'Association des États riverains de l'océan Indien il y a 2 ans. Nous sensibilisons nos partenaires de l'Union européenne parce que nous serons d'autant plus forts que nous ne sommes pas seuls à assurer la liberté de circulation maritime dans la zone et d'autres libertés que nous voulons voir progresser. Et pour ce qui concerne Maurice, merci de votre suggestion puisque nous souhaitons précisément renforcer la coopération entre Maurice et la Réunion. Donc je note votre vœu avec beaucoup d'intérêt, Madame la députée. Très bien. Je suis Monsieur Vuibert, qui est député Renaissance. Voilà, des Ardennes. Merci, Ardennes, Monsieur le Président. C'est plus modeste que Madame Lacrafi comme territoire. Madame la Ministre, je souhaitais vous interroger sur les réflexions en cours concernant les accords internationaux en soutien à la question des métiers en tension qui impactent des pans entiers de notre économie. Vous vous êtes d'ailleurs exprimé sur le sujet hier dans l'hémicycle dans le cadre du débat sur la politique d'immigration de notre pays. En effet, dans ma circonscription, de nombreuses entreprises, comme la Fontardennaise, entreprise française située à Vivier-au-Court, connaissent des difficultés de recrutement, envisageant même de se tourner vers des pays hors de la zone UE pour engager par exemple des électromécaniciens. Pouvez-vous nous détailler les dispositifs prévus et avec quel pays? Je vous remercie. Malheureusement pas encore, Monsieur le député, merci de votre invitation, Monsieur le Président, puisque j'ai fait hier une réflexion générale qui rappelait d'une part l'utilité pour notre pays d'être attractif pour un certain nombre de talents et d'autre part l'utilité qu'il y avait parallèlement à pouvoir répondre aux besoins on a des offres d'emploi par centaines de milliers, vous le savez, qui ne sont pas pourvues, aux besoins qui s'expriment dans un certain nombre de secteurs ou de métiers en tension. Pour autant, vous avez également entendu, Monsieur le député, le ministre de l'Intérieur s'exprimer et dire que la copie du gouvernement n'était pas encore faite, pas encore transmise non plus au Conseil d'État. Et donc je ne peux pas, pour l'heure, vous répondre de façon précise, puisque tout ceci fait l'objet de ces débats que nous avons eus hier à l'Assemblée nationale, que nous aurons le 13 de mémoire au Sénat, lesquels débats permettront au gouvernement d'affiner son projet de loi. Merci. Monsieur Guillaumard. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Le voyage... Absolument. Le voyage diplomatique du Président de la République aux États-Unis a confirmé, vous l'avez rappelé, la forte relation qui unit nos 2 nations. À l'image du voyage du Président en 2018, il est porteur d'espoir dans tous les domaines pour nos 2 pays. Le Président a rappelé lui-même que Paris est devenu le partenaire privilégié de l'Amérique. Outre l'aspect diplomatique, l'enjeu de ce voyage était très clair. L'Ukraine, vous en avez rappelé les points essentiels tout à l'heure. Les 2 présidents sont alignés sur une position vis-à-vis de ce conflit. Au-delà du soutien apporté par nos forces alliées, pourriez-vous revenir, Madame la Ministre, sur les programmes communs et les coopérations communes qui se présentent à la France et aux États-Unis dans le futur, en particulier s'agissant du climat et de la biodiversité? Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député, des appréciations que vous avez portées sur la visite d'État du Président de la République aux États-Unis. Comme je le disais brièvement tout à l'heure, les présidents ont adopté une déclaration conjointe qui précise un certain nombre de domaines de coopération et d'actions de coopération, en particulier dans le domaine de l'énergie. Nous avons besoin
du gaz naturel liquéfié produit aux États-Unis. La France consommatrice, les États-Unis sont producteurs. Dans le domaine de l'espace, où nous avons déjà une coopération sans égale, je crois, en termes bilatéraux avec les États-Unis, nous sommes sans doute les mieux placés. J'ai vu qu'ils étaient demandeurs. Nous avons, vous-même, vous l'avez compris, un certain nombre d'aspirations à faire encore plus, peut-être même avec des projets qui pourraient concerner certains de nos astronautes. J'utilise le terme américain puisqu'il s'agit là d'une coopération avec les États-Unis. Et puis dans la lutte contre le réchauffement climatique, nous avons beaucoup à faire parce que les États-Unis sont en transition, mais sont en retard, pour dire les choses, sur leur transition. Il faut regarder comment nous pouvons les convaincre de faire davantage, sans que faire davantage, c'est l'un des objets de l'IRA, sans que faire davantage les conduise à réussir leur transition, mais au détriment de l'industrie, de la souveraineté européenne, ce qui n'est pas leur intérêt, pas le nôtre évidemment, mais pas leur intérêt, puisque ça ne manquerait pas d'entraîner un affaiblissement de l'Europe et donc un risque de découplage politique également entre l'Europe et les États-Unis. Je vous remercie. Madame Liana Tanguy, qui est députée Renaissance du Finistère. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, pour ma part, je souhaitais revenir sur le sommet UE-Balkans qui s'est tenu hier à Tirana. Et on sait que la crise migratoire a été l'un des sujets abordés lors de ce sommet, car depuis un an, la route des Balkans est de nouveau la route migratoire la plus active. Car selon les dernières données de Frontex, les entrées illégales ont fortement augmenté, de près de 130 000 passages vers l'UE depuis les Balkans occidentaux. Donc la Commission européenne a proposé un plan d'action visant à mieux contrôler ces flux migratoires dans la région. Et le régime d'exemption de visa pratiqué par la Serbie contribue à cette augmentation. Vous avez 10 secondes encore. Je voulais savoir, Madame la Ministre, si vous pensez que les engagements qui ont été pris hier seront de nature à régler la question migratoire et inciter la Serbie à s'aligner sur la politique des visas de l'UE. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Comme je le disais tout à l'heure en aparté, il est vrai, au Président, le Président de la République était présent hier à cette réunion de chefs d'État ou de gouvernement, mais sans ministre, donc je n'ai pas assisté à cette réunion. Il ne me semble pas, en l'état de mes informations, qu'elle est portée prioritairement sur des questions migratoires, qui se posent par ailleurs, et je vous répondrai. Elle portait à titre principal sur le message d'aide à la stabilité des Balkans que les 27 veulent envoyer à ces pays dans le contexte international géostratégique que nous évoquions, celui de la guerre en Ukraine et de la déstabilisation possible de ces pays qui sont l'objet par ailleurs de beaucoup d'attention de la part de pays non européens, comme vous le savez. Donc hier, les discussions se sont centrées principalement sur les questions de résilience, dirais-je, aux conséquences économiques et notamment énergétiques de la guerre en Ukraine, avec une aide donnée aux pays des Balkans occidentaux, avec également l'accès de ces pays aux mécanismes d'achat en commun que j'évoquais brièvement, et avec, je crois aussi, c'est symbolique, mais c'est sympathique et au-delà, un accord sur la réduction des frais d'itinérance, j'ose pas dire de roaming devant vous, qui permettent l'inclusion, voilà, en bon français, frais d'itinérance, l'inclusion de ces pays dans l'espace européen. Par ailleurs, la question de la route des Balkans se pose en effet, puisqu'on voit que la route des Balkans est redevenue particulièrement active. La réponse à cela, c'est qu'il nous faut renforcer Frontex, d'une part, c'est en cours, mais il faut encore que Frontex continue de monter en puissance, et puis dialoguer avec les pays concernés. Il a été rappelé hier, je crois, ça ne visait pas particulièrement la Serbie, mais ça s'adressait en tout cas à tous les pays des Balkans, qu'il leur appartient de choisir leur avenir. La voie de l'Union européenne leur est ouverte depuis plus de 20 ans, vous vous en souvenez. À eux de faire le nécessaire maintenant et de se montrer aptes à rejoindre l'Union européenne. Merci, Madame la Ministre, de ces explications circonstanciées, puisqu'elles vous ont pris 2 minutes 10.
Et maintenant, la parole est à Madame Caroline Yadan, qui est députée Renaissance de Paris. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la question de ma collègue de la NUPES sur Salah Hamouri et les mots employés, comme celui de déportation, apparaissent tout à fait indécents et trouvent, selon toute vraisemblance, leur origine dans la détestation de l'État juif par la gauche extrême qui s'apparente à une obsession et qui attise les haines. Salah Hamouri est un membre actif du FPLP et a été impliqué dans de nombreuses opérations terroristes de nature militaire, mais également dans la collecte de fonds et dans l'enrôlement de recrues. Je rappelle à toutes fins utiles que le FPLP est à l'origine de nombreux attentats suicides, d'assassinats de civils comme ses 5 membres de la famille Fogiel, dont un bébé de 3 mois égorgé dans leur sommeil en mars 2011, et que cette organisation est reconnue comme terroriste par l'Union européenne, les États-Unis, le Canada et Israël. Salah Hamouri a été condamné le 17 avril 2008 à 7 ans d'emprisonnement après avoir plaidé coupable pour avoir planifié l'attentat contre le grand rabbin d'Israël. Ayant poursuivi ses activités au sein du FPLP, Salah Hamouri a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion d'Israël, et ce, conformément à la législation. J'en viens. Madame la Ministre, pouvez-vous confirmer que vos échanges... Vous n'avez pas la parole. Madame la Ministre, pouvez-vous confirmer... Madame Yadan, est-ce que vous pouvez vous interrompre parce que vous avez vraiment dépassé le temps de parole? J'ai la question, j'étais en train de la poser, Madame. Posez-la. Pouvez-vous confirmer, Madame la Ministre, que vos échanges avec l'État d'Israël prennent en compte l'ensemble de ces éléments? Bon, mais vous auriez pu, dans ces interventions d'une minute que nous expérimentons, c'est pour ça que c'est normal que ce soit un peu difficile, le principe c'est de ne pas faire d'exposé, de poser la question. Alors, évidemment, une question demande quelques explications pour être compréhensible, mais si vous commencez par faire un exposé, vous n'arrivez pas à poser votre question. D'ailleurs, Madame la députée, vous avez commencé à la poser après que votre temps de parole fut épuisé. Donc, je le dis simplement à titre pédagogique, parce que nous expérimentons cette nouvelle méthode qui demande effectivement une très grande discipline, et je le dis d'autant plus volontiers que cette discipline m'est personnellement très difficile. Madame la Ministre, c'est votre tour. Merci. Il faut couper votre micro, Madame la députée. Oui. Pardon. Monsieur le Président, Madame la députée, pour répondre à votre question, oui, je vous le confirme. Vous vous souvenez par ailleurs que j'ai considéré qu'il n'était pas de mon rôle de commenter certains propos que j'ai entendus de la part d'une collègue députée. Donc je vous le confirme, et nous prenons en compte ces éléments. Nous prenons également en compte le fait que M. Hamouri avait été condamné à une peine de prison, qu'il a purgé sa peine, et qu'a priori, dans un état de droit, lorsqu'on a purgé sa peine, eh bien, on a payé sa dette vis-à-vis de la société. Beaucoup plus court et beaucoup plus apaisé, Monsieur le Président. Voilà, vous connaissez mon attrait pour le Pacifique, Madame la Ministre. Les territoires français du Pacifique sont les derniers territoires européens. Or, la délégation à l'Europe dans le Pacifique est située à Suva, à Fidji, et son administration aussi. Alors, la demande que je formule auprès de vous, Madame la Ministre, et auprès de votre cabinet et de vos services, c'est que la France puisse demander à l'Europe que cette délégation soit désormais située à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, un territoire européen. Parce qu'une délégation qui se situe dans un territoire étranger, ça me semble incohérent. Donc voilà, Madame la Ministre, c'est une demande que je formule auprès de votre ministère. Madame la Ministre, cette brève question. Merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur le député. J'attendais, mais mon espoir est déçu, que vous m'invitiez à Fidji après que j'ai eu le plaisir d'être invité à Maurice. Je ne crois pas pouvoir influer sur les choix faits collectivement, donc nous sommes 27 qui font, qui ont fait que la délégation de l'Union européenne est située à Fidji. Nous y avons une ambassade et nous avons par ailleurs un certain nombre de réunions européennes en Nouvelle-Calédonie. Une réunion s'est tenue tout récemment, je crois, la semaine dernière, et nous y étions représentés. Nous y étions représentés, absolument. Merci, merci. La parole maintenant est à Madame Wisniewski, qui est députée MoDem du Puy-de-Dôme.
Oui, merci Madame la Ministre pour votre présence ce soir. En fait, je voulais rebondir sur une des interventions de mon collègue Bruno Fuchs sur la francophonie et sur l'usage du français. Nous étions assez préservés s'agissant des institutions juridictionnelles parce que pour certaines cours, la Cour de justice de l'Union européenne, le français était la langue de délibération, la langue exclusive de délibération. Or, cette juridiction, comme maintenant aussi la Cour européenne des droits de l'homme, délaisse le français au profit de l'anglais. Et je rappelle qu'en 2020, le parquet européen, les procureurs, ont fait le choix de l'anglais comme langue unique de travail. Madame la ministre, ma question est celle-là, très précise. Comment se prennent ces décisions? Est-ce que les États interviennent? Et avons-nous des recours, ne serait-ce que juridiquement, pour faire appliquer les traités? Merci, merci Madame la députée. C'est une question très, très importante. Madame la ministre va apporter la réponse que vous souhaitez, j'espère. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. La question de maintien de la francophonie dans l'Union européenne et les États européens et l'espace européen nous touche particulièrement, car au-delà des enjeux de la langue, il y a l'enjeu, vous le savez comme personne, du droit romain ou du droit anglo-saxon. Je crois que se déroule en ce moment même au Quai d'Orsay, hors ma présence du garde des Sceaux, un événement, un colloque sur ce thème. J'espère simplement qu'il ne s'exprime pas en anglais, sinon je ne manquerai pas de vous le faire savoir. Nous avons un programme d'influence avec des fonds de la France pour permettre le financement de stages dans un certain nombre de cours situés en Europe, par exemple la Cour pénale internationale ou la Cour internationale de justice. Mais si vous me demandez comment les cours prennent leurs décisions, elles sont indépendantes, je n'ai pas dit hélas, et donc elles prennent leurs décisions en toute indépendance. Donc ça n'est pas par d'autres moyens que la conviction et la formation. Et nous mettons 1 million d'euros sur cette action juridique dans l'espace européen. Je vous remercie. Monsieur Petit, qui a demandé, Monsieur Petit est député des Français de l'étranger du MoDem. Merci Madame la Ministre. Il règne sur l'Europe du Nord et de l'Est et centrale et des Balkans. Merci Madame la Ministre pour vos réponses et vos exposés. Je ne vais pas vous inviter au Bélarus ni vous inviter à parler ruthène, mais je voudrais poser une question sur le Bélarus. Vous le savez, les sanctions qu'on avait données au Bélarus avant le déclenchement de la guerre sont actualisées à reculons, c'est-à-dire en escalier, et les zones grises étant les zones qui favorisent généralement les agresseurs. Nous avons maintenant une zone grise au Bélarus, et je voudrais savoir que faisons-nous pour que les sanctions prises au Bélarus soient actualisées pour qu'elles soient conformes à celles que nous prenons avec la Russie, parce que sinon nous créons nous-mêmes la porte de fuite pour les prises de sanctions qui sont un peu moins efficaces. Et vous savez que le Bélarus peut être considéré comme un co-belligérant, voire comme une terre occupée par l'armée russe. Merci. Merci, Monsieur le député, Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Il n'y a pas de recul, tout d'abord, des sanctions qui ont été imposées. Non, mais pour que ce soit tout à fait clair. Il est possible qu'elles soient actualisées en tenant compte du comportement des autorités de Biélorussie. Et nous avons dit tout à fait clairement, à plusieurs reprises, que nous sommes préoccupés par l'implication croissante de la Biélorussie dans la guerre menée par la Russie en Ukraine, sans que l'on puisse dire qu'il y ait le même comportement de la part de la Biélorussie et de la part de la Russie. Donc les situations, si elles s'en comparent, sont des situations différentes. Donc il est possible que ces sanctions soient renforcées si elles devaient l'être. Ça n'est pas l'hypothèse principale sur laquelle nous travaillons en ce moment. Donc nous jugerons la Biélorussie à son comportement. Par ailleurs, et c'est un domaine, vous avez raison, qu'il fallait développer, nous luttons contre le contournement des sanctions européennes sur la Russie ou la Bélarus, de façon à ce que les pays qui ne respecteraient pas ou utiliseraient un certain nombre de mécanismes pour ne pas appliquer les sanctions ne puissent pas poursuivre cette activité aussi facilement qu'aujourd'hui. Et donc sur ce volet, nous travaillons à de nouvelles mesures.
Merci, Madame la Ministre. C'était le dernier orateur inscrit et présent. Donc, cette séance va se terminer. Je crois que c'est très bien de vous interroger comme ça. Je crois que c'est une chose très positive. Nous allons continuer. Je me demande si à l'avenir, parce qu'on est quand même très frustré par l'ampleur des questions que nous n'avons pu que survoler sur bien des points. Je me demande si nous ne devrions pas, mais je pose la question et je la poserai au bureau et ensuite je la poserai officiellement à cette commission, si nous ne devrions pas, chaque fois que nous vous accueillons, faire deux parties. Une partie où nous abordons toutes les questions qui sont pendantes et consacrer une demi-heure à un thème précis, par exemple le Maghreb ou la relation franco-allemande ou la relation franco-américaine, de manière qu'on puisse avoir une approche plus approfondie. Je pense qu'il faut réfléchir à ça parce que ainsi nous profiterions infiniment mieux de l'excellence de vos analyses et de la disponibilité dont vous faites preuve et du caractère toujours extrêmement positif et ouvert que vous manifestez à l'égard de cette commission. Ça, c'était les compliments que je donnais en conclusion de votre audition. Madame la ministre, c'est toujours un grand intérêt, un grand plaisir pour cette commission de vous accueillir. Revenez le plus souvent possible et essayons de voir comment effectivement améliorer encore la qualité de nos échanges. Compliment pour compliment, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, quelle que soit la décision que vous prendrez, ce sera la bonne. Ah, c'est très inquiétant de dire ça. C'est vrai qu'expliquer le GPCO en 1 minute... Oui.